Une brasserie fermée depuis près de 20 ans rouvre ses portes aujourd'hui au Burkina Faso. Longtemps laissée à l'abandon par les calculs de groupes étrangers et par l'inertie d'un système, cette usine renaît soudain comme un symbole industriel que beaucoup croyaient définitivement perdu. Que révèle pour chacun dans ce pays cette résurrection portée à bout de bras par Ibrahim Traoré au moment où la souveraineté économique n'est plus un slogan mais un choix risqué? Peut-être la preuve concrète qu'un peuple change de trajectoire quand il décide enfin d'investir d'abord sur lui-même. L'ouverture de cette nouvelle brasserie ne représente pas seulement la remise en marche d'un site industriel oublié, mais l'annonce d'un changement d'échelle dans la manière dont le Burkina Faso conçoit sa production intérieure. Le bénéfice immédiat pour le public est une visibilité accrue sur l'avenir économique national. Si cette usine renaît après tant d'échecs accumulés, c'est parce qu'elle porte un enjeu majeur, prouver qu'un modèle fondé sur la transformation locale peut réellement remplacer la dépendance extérieure qui a souvent paralysé la croissance. Les implications sont nombreuses: emploi direct, chaîne de valeur réactivée, maîtrise accrue de secteurs clés, montée en compétences techniques, mais aussi restauration d'une confiance collective qui avait été érodée par 20 ans d'interruptions et de tentatives avortées. L'interrogation centrale, déjà celle qui tient en suspens toute la séquence, est simple. Si cette usine parvient enfin à fonctionner de manière durable, que devient alors la logique qui maintenait le pays dans une économie sous-contrôlée? Ce basculement potentiel crée un champ d'attente nouveau où chaque acte industriel est observé comme une preuve ou une alerte. Une réalité tranche immédiatement avec les 20 années d'immobilisme. En moins de 20 mois, une structure laissée à l'abandon a été entièrement réhabilitée et mise en service. Et cette accélération, inattendue dans un secteur industriel historiquement fragmenté, agit comme un mini-révélateur sur les mécanismes politiques et économiques qui ont permis ce basculement rapide. La réouverture de la SN Brafaso n'est pas un simple épisode d'ingénierie ou de rénovation matérielle. Elle s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large où l'État a dû reprendre la main sur un dossier que plusieurs multinationales avaient par le passé orienté vers l'échec. Pendant près de 2 décennies, les installations ont été figées, les machines à l'arrêt et les promesses de relance se sont succédé sans atteindre le moindre résultat tangible. Ce qui apparaissait comme un site définitivement condamné est soudain redevenu un enjeu stratégique, précisément parce que la production locale, dans un contexte de pressions économiques extérieures, est devenue un levier de souveraineté. L'intervention d'Ibrahim Traoré, évoquée dans les discours publics comme un point de rupture, a repositionné le dossier dans une logique d'exécution rapide, plutôt que dans celle d'un interminable cycle d'études et de consultations. Cette inflexion a créé un effet d'entraînement institutionnel, administration synchronisée, partenaires mobilisés, cadence de chantier accélérée, nuit et jour, comme l'ont décrit les autorités. Cet enchaînement a modifié la perception générale d'un secteur brasserie longtemps dominé par l'importation et par la présence d'acteurs extérieurs dont les intérêts ne coïncidaient pas toujours avec les besoins du pays. Dans ce cadre, la renaissance de l'usine n'est pas seulement un fait technique, elle devient un marqueur temporel indiquant le moment où une trajectoire industrielle change de direction. Et c'est cette transformation, plus structurelle que spectaculaire, qui ouvre la suite du récit. Derrière la mise en route fulgurante de la SN Brafaso, un fil conducteur apparaît, la capacité d'un petit noyau décisionnel à réorganiser un projet que l'on croyait perdu en assumant pleinement le rôle de guide dans une séquence industrielle complexe. Les prises de parole officielles rappellent qu'Ibrahim Traoré a joué ce rôle d'impulsion initiale, celui qui déclenche un mouvement et oblige les administrations à aligner leurs priorités. Ce changement de posture a rendu possible un redémarrage que 20 ans d'attente n'avaient pas su déclencher. 2 cas concrets, évoqués à demi-mot dans les discours, permettent d'observer les premiers effets tangibles. Le premier concerne les équipes techniques chargées d'inspecter les machines laissées à l'arrêt. En quelques semaines, elles ont pu identifier les modules récupérables, répertorier les pièces irrémédiablement obsolètes et préparer un plan de remplacement cohérent, évitant ainsi une reconstruction totale coûteuse. Ce travail silencieux mais décisif a permis de raccourcir de plus
plusieurs mois le calendrier initial. Le second cas touche les collectivités locales, particulièrement celle de Comsilga, où l'arrivée de l'usine réhabilitée a immédiatement provoqué un regain d'activité autour des services logistiques, des achats de matériaux et de la main-d'œuvre temporaire. Les discours d'inauguration soulignent que cet impact précoce sur la vie quotidienne a renforcé l'adhésion des habitants, créant une sorte de dynamique civique où chacun se sent partie prenante du projet. À travers ces exemples, le rôle de guide prend une dimension plus large. Il désigne la faculté de catalyser les énergies dispersées pour les orienter vers un objectif unique. Un début modeste peut transformer tout un secteur. Avant la relance, l'usine dormait, étouffée par des années d'abandon et d'incertitudes administratives. Après les nouvelles directives, tout bascule et la séquence s'accélère d'un seul coup. Ce passage du presque rien au tout se met en marche constitue le cœur du fil événementiel qui a transformé la SN Brafasso en projet tangible porté par l'impulsion politique claire attribuée à Ibrahim Traoré. La première activation survient lorsque les autorités mandatent les équipes techniques pour établir un diagnostic exhaustif. Les machines sont ouvertes, démontées, testées. Les ingénieurs constatent la dégradation, mais aussi les segments encore exploitables. Le contraste est brutal. D'un site perçu comme irrémédiablement défunt, on passe à un espace où chaque pièce est examinée comme un futur possible. Les équipes redéfinissent les priorités, fixent les niveaux de remplacement et produisent un calendrier serré dont la précision tranche avec l'ancienne lenteur du dossier. Le deuxième temps s'enclenche dès que les partenaires, mentionnés comme sincères dans les discours, entrent dans la mécanique opérationnelle. Les commandes partent simultanément vers la Chine et les fournisseurs locaux. Les premières cargaisons d'équipements arrivent et le chantier prend forme. Cette étape crée une tension productive. Les équipes alternent jour et nuit pour respecter la cadence. Les ouvriers se relaient, les contrôleurs documentent chaque avancement. Tout s'enchaîne comme si l'ensemble du dispositif refusait de répéter l'histoire précédente. Vient ensuite la montée du chantier. Les infrastructures sont réhabilitées, les lignes de production alignées, les systèmes électriques stabilisés, les zones logistiques redessinées. Les discours officiels évoquent un rythme fulgurant et chirurgical. Ce choix de mots signale à la fois la rapidité et la précision recherchée. On ne restaure pas seulement une usine, on restructure un modèle de fonctionnement complet en éliminant les goulets d'étranglement qui, auparavant, ralentissaient tout. Le quatrième moment marque le passage à l'identité institutionnelle. Le 31 décembre 2024, le Conseil des ministres crée officiellement la SN Brafasso. Cette décision donne un cadre juridique clair, transforme un chantier en entité économique et fixe une ligne directrice. L'usine doit devenir une preuve de souveraineté productive. La symbolique est forte. Cette formalisation administrative arrive à un moment où la dynamique matérielle est déjà lancée, créant une jonction entre le rythme politique et le rythme industriel. Le cinquième temps prépare le lancement opérationnel. Les produits Brafort et Brassaut sortent des lignes test. Les équipes vérifient les dosages, les cuves, les stabilisations, les circuits de distribution interne. La pression monte. Chaque test validé rapproche l'usine du moment où elle devra exister devant le public, non plus comme projet mais comme réalité économique. Enfin, le jour de l'inauguration scelle la phase finale de ce parcours. Ruban coupé, plaques dévoilées, visites guidées, messages aux populations, le tout sous le regard des institutions et des diplomates. Ce moment n'est pas qu'un protocole, il marque la fin d'une attente de 17 ans et l'ouverture d'un cycle où l'action rapide, incarnée dans les discours par Ibrahim Traoré, devient la nouvelle norme. La chronologie prouve qu'un dossier stagnant peut redevenir moteur national. La transition entre l'usine abandonnée et l'usine opérationnelle repose sur un écart chiffré clair de 0 hectolitre produit pendant presque 20 ans à plus de 600 000 hectolitres de capacité annuelle annoncée. Cette rupture quantitative sert de base à toute l'argumentation officielle car elle matérialise la distance parcourue entre l'immobilisme initial et l'ambition industrielle actuelle. Elle illustre en une seule comparaison comment une infrastructure paralysée peut devenir une source de production massive sous l'impulsion politique présentée autour d'Ibrahim Traoré. Le premier indicateur significatif concerne le coût global de la réhabilitation, 17,9 milliards de francs CFA répartis entre les équipements, environ 9 milliards, et les infrastructures, environ 8,9 milliards.
Ces chiffres, souvent évoqués dans les discours, rappellent que la remise en fonctionnement ne doit rien au hasard. Ils sont destinés à montrer la cohérence d'un investissement conçu pour réduire durablement les importations et renforcer un secteur stratégique. Cette dépense structurée reflète une volonté claire de créer une base industrielle solide. Le deuxième chiffre notable est celui du rachat opéré par l'État en 2012, estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. Cette référence joue un rôle particulier. Elle permet de mesurer la longueur du cycle d'inertie qui a suivi l'acquisition. Pendant plus d'une décennie, l'investissement n'a produit aucun résultat visible. L'écart entre cette somme et l'absence de production montre l'ampleur du blocage initial. Le troisième élément chiffré porte sur la temporalité. 1 an et 8 mois séparent la reprise des travaux, le 4 mars 2024, et l'inauguration officielle, 25 novembre 2025. Ce délai très court pour une réhabilitation de cette ampleur est utilisé comme preuve d'efficacité. Les discours mentionnent un rythme accéléré nuit et jour, une formule qui, dans la rhétorique institutionnelle, appuie la thèse d'un tournant décisif du pilotage public. Cette durée condensée traduit l'importance donnée à l'exécution immédiate. À partir de ces 3 chiffres, les autorités construisent une narration où le volume, le coût et la vitesse forment un triptyque démonstratif. Le volume indique ce que produit désormais l'usine, le coût rappelle ce que le pays a dû engager pour ne pas perdre l'actif, la vitesse montre ce que change une décision ferme appliquée sans délai. Les discours officiels insistent sur le fait que la SN Brafasso doit non seulement produire, mais symboliser une reconquête économique. En réunissant ces indicateurs dans un récit cohérent, ils cherchent à établir que l'usine n'est pas un geste isolé, mais la manifestation concrète d'une stratégie plus large d'autonomie productive. Le recours régulier au nom d'Ibrahim Traoré, présenté comme le point de déclenchement, sert à lier les chiffres à un choix politique structurant. À ce stade, la logique quantitative devient une preuve. L'écart mesurable entre le passé et le présent serait l'argument principal montrant que la trajectoire industrielle change. Dans le débat public autour de la SN Brafasso, 2 positions majeures émergent, chacune s'appuyant sur des arguments cohérents et revendiquant une lecture différente de la trajectoire industrielle du pays. La première position affirme que la réouverture de l'usine ne constitue pas encore une preuve de solidité structurelle. Selon cette perspective, les précédentes tentatives, notamment l'acquisition de plus de 40 milliards de francs CFA en 2012, restée stérile pendant plus d'une décennie, invitent à la prudence. Pour ses défenseurs, une inauguration ne garantit pas une production durable et seule la régularité des sorties, trimestre après trimestre, pourra montrer que le cycle d'échec a réellement été rompu. Dans ce cadre, l'accent est mis sur la nécessité d'éviter que les 17,9 milliards de francs CFA injectés récemment ne rejoignent la longue liste des investissements sans retour. En face, une seconde position considère que la réhabilitation constitue précisément la réponse aux inquiétudes du passé. Les tenants de cette lecture rappellent que l'unité, laissée à l'abandon pendant près de 20 ans, a été transformée en moins de 1 an et 8 mois, un délai qualifié de fulgurant dans les discours officiels. Il souligne que l'infrastructure, désormais opérationnelle, dispose d'une capacité annoncée de plus de 600 000 hectolitres par an, un volume qui dépasse largement les projections initiales du secteur local. Pour eux, ce saut quantitatif démontre que les blocages antérieurs n'étaient pas techniques, mais décisionnels, et que leur disparition crée une dynamique impossible à ignorer. La confrontation entre ces 2 positions ne se résout pas par la simple comparaison des arguments, elle s'éclaire surtout lorsque l'on observe les faits établis. Les discours publics montrent que l'État a assumé directement le pilotage, que la chaîne de réhabilitation a été exécutée de manière continue et que l'intégration de partenaires identifiés comme sincères a permis de réduire les délais critiques. Autrement dit, la rupture ne se situe pas seulement dans l'existence d'une usine réhabilitée, mais dans le changement de méthode, beaucoup plus décisif que ne le suggèrent les critiques les plus prudentes. Un détail change tout. Au milieu du récit officiel, un élément souvent passé inaperçu redessine pourtant la portée réelle de la SN Brafasso, la manière dont la réhabilitation a été conduite non pas comme un chantier classique, mais comme une opération stratégique mobilisant simultanément
plusieurs niveaux de décision. C'est dans cette zone charnière que les discours soulignent l'implication directe d'Ibrahim Traoré, dont l'instruction initiale, réhabiliter rapidement ce que l'on croyait impossible, a servi de point d'ancrage à la suite des actions. Le reveal tient dans cette articulation particulière, alors que beaucoup imaginaient une modernisation progressive et segmentée, les autorités ont opté pour un modèle où les infrastructures, les équipements et les procédures juridiques avancer en parallèle. Cette synchronisation inhabituelle a créé un effet de levier. Chaque avancée matérielle consolidait un cadre institutionnel encore en formation et chaque décision administrative donnait une impulsion nouvelle aux équipes techniques. Ce mouvement croisé, rarement assumé aussi explicitement dans les projets industriels précédents, explique pourquoi l'usine s'est relevée en 1 an et 8 mois, malgré les 17 années d'arrêt. Il constitue aussi le moment où l'on comprend que l'ASN Brafasso ne s'inscrit plus dans une logique de réparation, mais dans une logique de repositionnement industriel. Les conséquences de la relance de l'ASN Brafasso ne se limitent pas à l'usine elle-même. Elles s'étendent par couches successives à 4 grands ensembles qui structurent la vie économique et sociale du Burkina Faso. C'est dans cette diffusion que se mesure l'effet concret des décisions attribuées à Ibrahim Traoré, car elles révèlent la manière dont un geste industriel peut reconfigurer des cercles beaucoup plus larges que son périmètre immédiat. Pour ce qui concerne les ménages, pour les familles, la réouverture introduit un changement perceptible dans la disponibilité de produits locaux. Les discours évoquent 2 boissons phares, Brafort et Brazo, qui offrent des alternatives à l'importation, généralement plus coûteuses et plus vulnérables aux fluctuations monétaires. Le retour d'une production nationale stabilise l'accès, réduit la dépendance et réactive un sentiment de fierté lié à la consommation endogène. Cette combinaison crée un bénéfice quotidien discret mais réel. Du côté des entreprises, du côté des acteurs économiques, l'usine agit comme un nœud de redistribution des opportunités. Les fournisseurs de matières premières, les transporteurs, les prestataires logistiques et les services d'entretien trouvent dans la SN Brafasso un débouché stable, bien plus fiable que les cycles irréguliers d'importation. La production annoncée, plus de 600 000 hectolitres par an, implique une chaîne active et des engagements contractuels prolongés. Les entreprises locales, longtemps marginalisées, réintègrent ainsi un circuit qu'elles avaient perdu au profit de groupes extérieurs. Quant aux collectivités et acteurs non étatiques, les communes, notamment comme Silga, mentionnées dans les discours, ressentent l'impact dès les premières semaines. Circulation accrue, besoin temporaire en main-d'œuvre, dynamisation des services annexes. Les autorités coutumières, religieuses et associatives, souvent citées dans les interventions officielles, voient dans ce mouvement une restauration de leur rôle, celui de relais entre projets industriels et population. En retour, ce soutien facilite la stabilité sociale autour du chantier et prépare son intégration durable dans le tissu local. En ce qui concerne les institutions nationales et l'architecture étatique, pour l'État, l'effet est double. D'une part, la réussite d'un projet resté bloqué presque 20 ans sert de preuve de capacité. Elle matérialise que l'administration, si elle est alignée, peut exécuter rapidement. D'autre part, le coût de 17,9 milliards de francs CFA et la vitesse de réhabilitation, sinon 8 mois, deviennent des références pour les futures unités industrielles citées dans les discours, Abobo-Dioulasso, Kagampesa, Pabré, Laongo. Ce précédent peut redéfinir la norme d'action publique, créant une attente nouvelle vis-à-vis de la cohérence entre décisions politiques et livraisons concrètes. À travers ces 4 niveaux, la SN Brafasso n'apparaît plus comme un simple site productif, mais comme un moteur transversal dont l'influence se propage au-delà du secteur brassicole. L'usine modifie les équilibres parce qu'elle change les attentes. Les 12 prochains mois constituent une zone d'incertitude stratégique pour la SN Brafasso, où 3 trajectoires distinctes peuvent émerger selon la stabilité opérationnelle, la capacité de distribution et l'environnement politico-économique. Ces scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir, mais éclairent les mécanismes qui pourraient favoriser ou freiner l'enracinement industriel de l'usine. Scénario de base le plus probable. Dans cette projection, la production atteint progressivement une cadence régulière. Les volumes annuels se stabilisent autour de la capacité annoncée,
sans l'atteindre pleinement car l'usine doit d'abord lisser les aléas techniques liés à sa longue période d'inactivité. Les chaînes de distribution locales s'organisent et les premiers retours de marché orientent des ajustements sur les deux produits phares. Les collectivités locales, déjà impliquées, consolident leur rôle de soutien logistique. Ce scénario permet à l'usine de s'installer durablement sans flambée spectaculaire. Scénario optimiste, extension rapide. Ici, la dynamique s'accélère. Les lignes fonctionnent à pleine capacité plus tôt que prévu, les volumes dépassent les projections initiales et l'usine devient un pôle d'attraction pour d'autres segments agroalimentaires. Les discours évoquant la sucrerie et l'eau minérale trouvent rapidement une traduction concrète. Les entreprises locales amplifient leurs investissements et les zones voisines connaissent un essor d'activité. La SN Brafasso devient alors un référent de performance industrielle, capable de tirer vers le haut les futures unités évoquées dans les annonces gouvernementales. Ce scénario dépend d'une forte continuité technique et d'une stabilité institutionnelle. Scénario pessimiste, ralentissement et friction. Dans cette configuration, les chaînes rencontrent des pannes répétées. Les fournisseurs extérieurs tardent à livrer certaines pièces et la logistique connaît des retards. Bien, les collectivités ressentent un essoufflement tandis que les entreprises partenaires réévaluent leurs engagements. Les volumes chutent et l'usine peine à maintenir un rythme minimal. Les précédents des années 2008-2022 ressurgissent comme argument d'inquiétude. Ce scénario ne signifie pas un échec total, mais une stagnation coûteuse qui obligerait à renégocier les calendriers. Face à ces trois trajectoires, une recommandation émerge. Pensez l'usine non comme un résultat, mais comme une capacité à entretenir dans la durée. La relance de la SN Brafasso dépasse largement le cadre institutionnel. Elle touche directement celles et ceux qui observent, consomment, travaillent ou simplement vivent dans un espace où chaque transformation industrielle modifie la vie quotidienne. Pour de nombreux habitants, l'usine réhabilitée représente un marqueur affectif autant qu'économique. Après près de 20 ans d'attente, voir les machines tourner à nouveau, entendre les premiers témoignages d'employés locaux ou constater l'activité autour de Comsilga crée une forme de réassurance collective qui n'a rien d'abstrait. Pour les jeunes, notamment ceux en quête d'opportunités, la réouverture agit comme un signal. Le pays est capable de générer des emplois endogènes, d'activer des filières techniques et de valoriser des compétences locales. Même si tous n'y travailleront pas, le simple fait qu'un chantier majeur aboutisse sert de référence mentale positive. Les familles, elles, perçoivent l'impact dans un autre registre, celui de la stabilité. Une production locale de boissons, mentionnée dans les discours à travers Brafort et Brasso, réduit la dépendance aux importations et apaise la crainte récurrente des hausses soumises aux fluctuations extérieures. Cette sécurité relative crée un espace où l'on peut planifier un peu mieux, même modestement. Les entrepreneurs et les petites structures, souvent fragiles, ressentent également la bascule. La SN Brafasso n'est pas seulement une usine, c'est un centre qui crée des besoins en transport, en maintenance, en logistique ou en approvisionnement. Pour eux, la relance ouvre des fenêtres d'activité là où il n'y en avait plus. Dans cet ensemble, deux suggestions simples émergent. Suivre l'évolution de l'usine non comme un spectacle, mais comme une compétence collective à évaluer. Encourager les initiatives locales qui gravitent autour d'elles, car leur solidité renforcera la solidité de l'ensemble. Pour que la SN Brafasso consolide son ancrage au-delà de l'enthousiasme de l'inauguration, une feuille de route pragmatique s'impose. Les discours officiels laissent entrevoir plusieurs axes d'action, mais il est possible d'en structurer une version opérationnelle articulée en étapes successives, suffisamment précises pour guider l'exécution sans dépasser ce que les sources permettent d'affirmer. Dans cette dynamique, la référence à l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré reste un point d'appui, car elle donne une direction politique claire à un processus encore jeune. Étape 1, stabiliser la production, Waro 6 mois. Les équipes techniques doivent assurer une cadence régulière sur les lignes principales. Il s'agit de tester les cycles complets, d'identifier les points de friction et de documenter les ajustements. Mesure, régularité mensuelle des volumes sortants. Étape 2, structurer les partenariats locaux 0,9 mois
Avec la demande croissante en matières premières et en services logistiques, les collectivités et entreprises locales doivent être intégrées dans un réseau clair. Cette organisation renforce l'économie de proximité et réduit les dépendances. Mesure, nombre de contrats locaux formalisés. Étape 3, diversifier progressivement les produits, 6-12 mois. Les discours évoquent l'arrivée de la sucrerie et de l'eau minérale. La priorité est d'évaluer la faisabilité technique avant tout lancement, mesure, validation technique des nouvelles lignes. Étape 4, renforcer la gouvernance interne continue. L'équipe managériale doit consolider les procédures de contrôle, d'anticipation et de maintenance pour éviter les cycles de panne. Mesure, conformité trimestrielle aux protocoles établis. Étape 5, suivre l'impact territorial continu. Les collectivités et associations locales doivent être impliquées dans un dispositif d'écoute pour remonter les effets concrets de l'usine. Mesure, rapport trimestriel de terrain. Cette progression structurée transforme une inauguration en trajectoire durable. Lorsque l'on revient aux premières semaines de réhabilitation, on revoit ces équipes techniques penchées sur des machines figées, déterminées à extraire de l'inertie un avenir encore incertain. On revoit aussi les habitants de Comsilga, dont la mobilisation discrète mais constante avait donné à l'usine une dimension collective avant même que les lignes ne redémarrent. Ces deux présences, les techniciens et la commune, formaient le socle invisible sur lequel s'est bâtie la renaissance de la SN Brafasso. Aujourd'hui, au terme de ce long parcours, ces mêmes acteurs donnent à la réussite une densité que les chiffres ne traduisent qu'imparfaitement. Dans les discours, l'impulsion d'Ibrahim Traoré est présentée comme l'étincelle politique, mais sans ce réseau humain, l'étincelle n'aurait jamais trouvé de matière pour se transformer en flamme durable. La brasserie renaissante porte ainsi la trace des mains qui l'ont réparée, des volontés qui l'ont entourée et des attentes qui continuent de la pousser. Le symbole dépasse largement la production, il s'inscrit dans une mémoire commune. Un moteur redémarré peut réanimer tout un territoire. En fin de compte, la SN Brafasso rappelle que certaines infrastructures ne survivent que lorsque ceux qui les entourent refusent d'abandonner. Et ce refus devenu action façonne une histoire que le pays n'oubliera pas. La renaissance de la SN Brafasso ne constitue pas seulement un fait économique, elle devient un repère social, une manière pour un pays longtemps confronté à l'incertitude de se redécouvrir capable de transformer une attente de 17 ans en résultats concrets. Les discours l'ont rappelé, lorsque les institutions, les travailleurs et les communautés locales convergent vers un même objectif, la reconstruction dépasse le cadre matériel pour devenir un geste collectif, une affirmation silencieuse de souveraineté. Dans cette dynamique, chaque observateur a un rôle, même minime, suivre l'évolution de l'usine, encourager les initiatives locales qui s'y rattachent, partager les informations fiables ou simplement s'intéresser au parcours de cette structure réhabilitée contribue à consolider l'élan qui l'a rendu possible. Ce soutien diffus nourrit la stabilité que toute industrie naissante recherche. Si vous souhaitez que d'autres analyses, explications ou récits de cette nature soient à développer, vous pouvez le signaler, réagir ou proposer des angles nouveaux pour approfondir ce travail collectif. Selon vous, quelle dimension de cette histoire mérite d'être explorée en premier ?